Believe in Africa vous présente le portrait de Christiane Karine Eka, un modèle de femme entrepreneur en Afrique. Elle prend plaisir à se salir les mains en travaillant la terre dans le domaine agricole, passionnée de pisciculture et très investie dans l'élevage au Cameroun. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous regardez Believe in Africa, l'émission spécialement dédiée aux entrepreneurs et aux talents d'Afrique. Nous sommes en compagnie de Madame Christiane Karine Eka. Bienvenue. Merci. Merci pour votre présence. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Partagé. Alors, s'il fallait vous présenter en quelques phrases auprès de nos téléspectateurs. Alors, je suis Christiane Karine Eka, entrepreneur dans l'élevage, l'agriculture et la pisciculture, passionnée dans ce que je fais. Je voudrais pouvoir créer, développer une chaîne de valeur dans le domaine de prédilection que j'ai choisi, qui est l'élevage de porc. À côté de ça, je suis une épicurienne, j'aime ce qui est bon, j'aime ce qui est beau, c'est tout moi. Vous êtes la promotrice de Rage d'Or Femmes au Cameroun. S'il fallait revenir en arrière et nous raconter votre histoire, comment tout ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Il a fallu des brins de folie parce que partir d'un emploi bien rémunéré où on est dans un bureau confortablement à l'aise et tout, partir de là pour aller se plonger les doigts dans l'agriculture, dans le cambouis et tout, il fallait vraiment avoir un brin de folie. Mais tout part du fait que j'étais pas à l'aise de voir comment nos vivres frais et notre viande étaient présentés sur les marchés. C'était sale, c'était impropre à la consommation. Et j'ai voulu, par ma modeste contribution, apporter une solution à ce problème, qui est de nourrir les villes, en fait. Je me suis donné cette mission-là, qui est celle de nourrir les villes de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus saine, et pour prévenir, en fait, ce problème qui est vraiment un problème de santé publique. Hein. Voilà. On est curieux de savoir comment est-ce que vous vous retrouvez à entreprendre? D'où vient le déclic? Alors, j'ai travaillé en entreprise pendant 16 ans. Oui, et je suis partie de là pour l'entrepreneuriat. Mais d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours entrepris quelque chose. J'ai toujours eu des activités parallèles à mon emploi. Et comme je l'ai dit, le déclic est vraiment parti du fait que, étant femme, étant mère, nous avons la responsabilité de nourrir nos familles. J'étais pas à l'aise, en fait, avec les offres qui étaient sur nos marchés, et celles qui étaient dans les supermarchés étaient un peu plus chères. J'ai commencé tout doucement l'activité, et à un moment, j'ai dû choisir entre mon activité d'entrepreneuriat et mon emploi. La question ne s'est même pas posée, je suis partie. Alors, parlez-nous de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. Vous êtes investi au quotidien. Comment est-ce que vous êtes organisé au travers de votre complexe? Vous avez commencé comment le complexe? Est-ce que vous avez tout de suite développé toutes ces trois activités au même moment? Ou c'était quoi exactement l'histoire? Alors, l'histoire part de ce que je voulais avoir une espèce de supermarché, de mini-marché, où la ménagère pouvait venir trouver des aliments frais, des aliments surgelés également, donc préemballés, et des aliments transformés. Et quand je me suis intéressée à la question, il a fallu en fait que je maîtrise la production. Il fallait pas que je sois dépendante en fait d'éléments extérieurs. Donc j'ai dû étudier la question, j'ai dû monter un business plan en agriculture. J'ai dû m'entourer en fait des principaux acteurs, notamment les ingénieurs agronomes spécialisés en production animale, spécialisés en production végétale et en pisciculture évidemment. Pourquoi les trois? Parce que c'est beaucoup plus bénéfique de faire un complexe intégré que de faire uniquement l'élevage. Parce que, par exemple, dans mon complexe, je fais l'ananas, le bananier plantain, en élevage, le porc, en pisciculture, le claria et le tilapia. Alors, le purin, qui est les urines du porc, va aller fermenter les étangs. Alors, les déchets
les sels et autres, séchés, vont constituer le compost pour pouvoir fertiliser mes sols. Donc, en fait, je gagne en fait. En ce moment, les activités sont une sorte de complémentarité, en fait. Très complémentaire. Wow. Très, très complémentaire. Et on a commencé avec les 3 activités au même moment. Donc, on a monté un business plan avec les 3 activités au même moment. Et on a commencé au même moment, oui. D'accord. Vous cultivez le bananier plantain sur 2 hectares. Sur 3 hectares. 3 hectares. Incroyable. L'ananas sur combien d'hectares? Sur 2. Wow. Où est-ce que vous avez acquis toutes ces terres? Alors, c'était vraiment fait de façon hasardeuse. Il y a quelques années, de par mon boulot, j'ai eu à venir en aide à un couple de paysans, en fait, parce que je travaille dans une... j'étais le chef de département clientèle, marketing et communication d'un hôpital, d'un grand hôpital de la place. Et donc, j'ai pu leur apporter une petite aide par rapport aux frais médicaux de leur enfant qui était décédé. Et quelques temps après, ils sont revenus me voir en disant « Madame, on ne sait pas comment vous dire merci parce que vous nous avez aidés et tout, mais nous avons des terres dans notre village et on pense que vous avez de l'argent pour acheter, mais généralement, on ne vend qu'aux autochtones. » Et j'ai dit « Ok, si c'est des terres, il n'y a pas de souci. » Je suis allée voir, on n'a même pas pu accéder parce que c'était une grande forêt et tout, je leur ai fait confiance. Et donc, j'ai acquis ces terres-là en 2013. Et elles sont restées là à l'abandon. Et c'est eux qui cultivaient des choses dessus. Alors moi, le déclic, vraiment, ce qui m'avait vraiment épaté, c'était que après une récolte, ils sont venus me donner du manioc, une tête d'ananas qui était énorme, plus que les fruits de la terre. Les fruits de la terre, de ma terre en fait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ils le font de façon tellement artisanale et c'est ce que mes terres produisent. Alors j'ai dit, il faut absolument les exploiter et faire quelque chose de mieux et de beaucoup plus structuré et élaboré. Comment ça se passe dans le domaine agricole? Comment est-ce que vous êtes organisé en général? Alors, comment c'est organisé? J'ai tout un campement là. Des ouvriers affectés uniquement à la partie végétale et d'autres qui sont affectés uniquement à la partie animale et à la pisciculture. Et j'ai un ingénieur agronome spécialisé partie végétale qui suit, avec qui on définit en fait le programme du mois ou du trimestre ou alors le programme des récoltes et autres. Et il supervise donc toute cette partie technique. Et moi, je supervise toute la partie administrative, ressources humaines, voilà, comptabilité, finance au quotidien. Donc, c'est assez suivi. Je fais ma part de boulot et puis je passe le relais aisément sur la partie technique parce que je n'ai pas cette formation-là. J'imagine. Parlez-nous de la pisciculture. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez investi dans le domaine de la pisciculture où vous produisiez les, comment on appelle ça, les clarias et tilapia. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, le claria, c'est ce qu'on appelle vulgairement le poisson-chat ou alors la silure. Et donc, on a des étangs de poissons, on a des étangs, on en a 7 maintenant. On a commencé avec 4 qui ont une superficie de 500 mètres carrés et 200 mètres carrés. Donc, on a des étangs et à côté, on a monté une écloserie pour pouvoir donc multiplier les poissons pour pouvoir continuer la chaîne indéfiniment. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre production, une estimation Alors, nous sommes autour de 23 tonnes de poissons produits par an. Oui. Parce que c'est un cycle assez court. Donc, en 6 mois, on peut déjà avoir du poisson commercialisable, mangeable. Donc, on a la chance de pouvoir faire deux cycles l'année. Et nous avons un cours d'eau à côté qui nous favorise la production. Parlez-nous de l'élevage de porcs. Vous êtes carrément sur toute la chaîne. Vous élevez les porcs. Vous avez un abattoir. Vous avez une porcherie. Vous faites des saucissons. Je ne sais même plus trop quoi dire d'autre. Vous faites du pâté. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à faire tout ça? Oui, comment je me suis retrouvée à faire tout ça? Tout part toujours du fait que mon vœu le plus cher, c'est de créer une véritable chaîne de valeur. C'est de pouvoir être au début et à la fin. Alors, je fais un élevage de type naisseur et engraisseur, c'est-à-dire que les bêtes naissent sur place, on les engraisse
et on les commercialise. À côté de ça, nous avons ouvert une structure pour pouvoir les commercialiser nous-mêmes, en plus du gros que nous vendons dans les supermarchés et autres. Nous faisons dans les découpes. Nous faisons des découpes de porc que nous commercialisons frais et surgelés. Et maintenant, nous faisons la transformation. Parce que rien ne se perd dans le porc. C'est ça qui est génial avec ce type d'élevage-là. Nous transformons en saucisson, en saucisse, en pâté de campagne et en bien d'autres encore. Parce que le porc peut se décliner vraiment de 1001 façons possibles. Nous sommes en train de travailler sur une marque de charcuterie. Et nous espérons que d'ici l'année prochaine, nous pourrons au moins proposer les premiers produits aux Camerounais. Donc en fait, tout part du fait que nous voulons créer une chaîne de valeur en fait. Nous voulons maîtriser comment sont produits nos bêtes que nous transformons. Nous sommes au début et à la fin de la chaîne. C'est ça l'idée. Et pour toutes nos activités, nous voulons arriver à ce résultat-là. Que ce soit en agriculture, nous transformons déjà une partie de notre production d'ananas en jus d'ananas. Et nous espérons sortir également plus tard une marque dessus. Mais pour l'instant, nous sommes focalisés sur le porc. Parce qu'il y a beaucoup plus à faire là. Le champ de la charcuterie au Cameroun est encore vraiment vierge. Parlez-nous de la chaîne de distribution. Qui sont vos clients? Comment est-ce que vous écoulez ces produits sur le marché? Alors, nos principaux clients, au tout début de notre activité, parce que nous produisions, on était au début, nous avons les supermarchés de la place, nous avons Carrefour, nous sommes clients fournisseurs de Carrefour, Spar, Sawa Food. Et pour l'instant, nous distribuons nous-mêmes également nos produits à travers la boucherie Rachtor Food, que nous avons mis sur pied. Nous sommes à notre deuxième boucherie et nous espérons vraiment sortir un peu de la grande distribution et distribuer nous-mêmes nos produits en multipliant en fait des points de vente dans toute la ville et pourquoi pas dans les autres villes. Donc c'est ça le but en fait. C'est quoi votre secret? Parce que vraiment ça demande beaucoup de travail. Vous êtes super investi et c'est vrai que vous avez avec vous des personnes qualifiées pour faire ce travail. Mais ça demande quand même un peu de votre temps et de votre énergie. Comment est-ce que vous réussissez à faire tout ça? C'est la passion, sincèrement. Je suis passionnée par ce que je fais. Je me suis formée, parce que c'était tout nouveau pour moi. Je me suis formée et il faut beaucoup de discipline. Il faut aussi beaucoup de courage. Et je dirais 2 fois plus de folie. Il faut être un peu fou. Et vraiment aimer ce qu'on fait. Moi, je dis c'est la passion. Une idée de votre équipe actuelle? Alors, nous sommes 15. Nous sommes déjà 15. Au début, c'était vraiment difficile parce que nous étions 5 de la production à la distribution. La production à la distribution. Ce sont des internes? Est-ce que c'est des freelance? Recrutés. Et en freelance, nous avons 2 consultants. Donc, on va dire 17 au total. Donc, il faut gérer ça, mais c'est la passion. Et ma force, en fait, c'est d'avoir pu intéresser les jeunes à cela. Parce que c'est ça. Nous avons la force encore de travailler. Et c'est un métier physique. C'est un métier où il faut vraiment de l'endurance. Il faut avoir une bonne santé. Donc, je me suis entourée de jeunes et qui me suivent dans ma folie, en fait. Parlons de santé. Comment est-ce que vous vivez la crise actuelle? Elle est difficile. Covid-19, comment est-ce que vous êtes réorganisé? Alors, elle a été très difficile et ça continue à être difficile parce que les intrants, en fait, pour l'alimentation des bêtes, à 80% est importé. Donc, il a fallu tout de suite se réajuster, refaire les formulations pour pouvoir continuer en fait à produire. Ça a eu pour effet immédiat le décalage sur les poids attendus des bêtes, ce qui fait qu'on les nourrit plus longtemps et ça coûte un peu plus cher. À côté de cela, les grands consommateurs, en fait, pour nous, c'est les grandes surfaces, c'est les restaurants, c'est les hôtels qui étaient fermés pour la plupart, donc ce qui fait que le chiffre d'affaires prend un coup. L'élevage n'est pas une activité assez facile. Je parle surtout d'entretenir ces bêtes
veiller à ce que ces bêtes soient en santé? Comment est-ce que vous procédez? Alors, on a un programme très strict sur l'hygiène, la propreté. Il faut les laver tous les jours, 2 fois par jour. C'est ça le challenge. Il faut laver la bête, laver la loge, parce que c'est tout ce qui est microbes, déchets qui ramène la maladie dans le cheptel. Donc, on a ça. On a également un programme de prophylaxie strict qu'on suit à la lettre. Donc, en fait, le challenge, en fait, c'est de ramener, en fait, toutes les fonctions d'une entreprise dans la ferme. C'était ça. Et puis, vraiment, quand on le fait, ça fonctionne exactement comme une entreprise. Magnifique. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. À tout de suite. Africa Rising, que des talents au travers de l'Afrique, de retour sur ce plateau. Alors, on n'a que des femmes, on a aujourd'hui des femmes qui savent oser dans certains domaines, des femmes qui ne dorment plus, elles ne sont plus celles-là qui restent sagement à la maison, elles se battent. Pour vous, est-ce qu'on peut avoir votre avis sur l'entrepreneuriat au féminin? En 2020, bien sûr. En 2020, je suis une fervente, la preuve, hein, je suis moi-même entrepreneur. Je fais cette promotion-là, en fait, de l'entrepreneuriat au féminin. Il faut que nous osions. Faut que les femmes ont toujours été entreprenantes. C'est juste qu'elles n'ont jamais voulu laisser cet aspect éclore. Et de plus en plus, on a des femmes entrepreneurs. Je milite déjà d'ailleurs dans un patronat féminin, ECAM au féminin, à qui je fais un clin d'œil. Les femmes, de plus en plus, osent. Elles n'attendent plus à la maison sagement. Elles osent. C'est tout. Et j'encourage cet aspect des choses. Et dire qu'on est entrepreneur, c'est pas toujours avoir un bel édifice avec des employés déjà structurés et tout. Non, on cultive d'abord son âme d'entrepreneur et on peut commencer avec tout. Où on se trouve, on peut entreprendre quelque chose. Donc j'encourage vraiment les femmes à faire quelque chose de leurs mains ou de leur cerveau. Alors si on revenait sur votre activité, est-ce que vous pouvez nous donner quand même au quotidien des difficultés que vous rencontrez à exercer vos différentes activités? Ah, elles sont multiples. Je voulais vraiment épargner ce côté, mais vous imaginez que c'est pas facile tous les jours. Les ressources humaines d'abord. Intéresser les gens à ce qu'on fait, c'est extrêmement difficile. Avoir des gens qui nous accompagnent dans notre idée, c'est extrêmement difficile. Pouvoir gérer au quotidien les humeurs, les backgrounds, les différents backgrounds, c'est très très difficile. Donc il faut avoir en même temps cette notion de diplomatie, cette rigueur. Et très souvent, quand on est une femme, en face, le personnel masculin ne l'entend pas de cette oreille. Donc il faut allier toutes ces qualités-là. Apprendre aussi à comment gérer les hommes, les personnes, et c'est pas du tout facile. Donc la première des choses, c'est les ressources humaines. Et la deuxième, je dirais les finances, parce que on a beaucoup d'idées. Comme moi, j'ai une pléthore d'idées. Je veux toujours aller plus vite, toujours plus haut, mais on est limité par les finances. C'est pour cela que si on avait beaucoup plus de structures d'accompagnement réelles, parce qu'il y en a une pléthore, mais ça reste théorique et pas pratique du tout. Si on pouvait avoir auprès même des banques commerciales des facilités et autres pour nous permettre vraiment d'éclore dans nos activités, ce serait vraiment bien pour nous. Donc les problèmes majeurs, en fait, c'est ça. Les ressources humaines, les ressources financières. On parle de finances. Comment est-ce que vous avez lancé votre activité? Vous avez débuté avec combien? En chiffres? Je pourrais pas le dire parce que c'était par petits bouts. C'est par petits bouts. Je me rappelle que quand on a fini de monter le business plan, j'ai pas pu dormir de la nuit parce que le montant était tellement pharaonique. Je me suis dit, je vais jamais me lancer. Et j'ai dormi et j'ai dit, ok, bon, c'est pas grave. Je vais commencer tout petit à petit avec ce que j'avais. Donc on a commencé, il fallait d'abord commencer par défricher. Défricher 1 hectare, c'est 50 000 francs. Donc voilà, on a commencé par défricher. Et plus on défrichait, plus je voyais que l'endroit, ce n'est plus une forêt, c'est maintenant quelque chose d'accessible. Ça vous pousse à faire des efforts. Donc en fait, il ne faut pas commencer gros tout de suite. Il faut aller par étapes. Il faut fractionner en fait ce qu'on veut faire, le gros, en petites étapes, et on va voir que c'est plus facile. Vous avez probablement un planning de ouf, à côté du fait que vous soyez une femme. Comment est-ce que vous réussissez à faire tout ça?
Comme je le disais, et à donner surtout le meilleur de vous-même. Oui, comme je le disais plutôt, une organisation. Il faut vraiment, vraiment une organisation pointue. C'est quoi la formule? Bon, déjà la formule, il n'y a pas de formule, c'est à chacun de trouver sa formule en fait. Moi, ce qui marche pour moi, c'est de me lever tôt. Quand je me lève tôt, je peux organiser ma journée, déléguer ce que je peux déléguer, aller où je peux aller, revenir. Et j'ai mis un point d'honneur en fait pour que tous les soirs, que je puisse voir mes enfants. Oui, ça c'est un point d'honneur pour moi. Le dimanche, pour moi, c'est pour les enfants. Voilà. C'est off. C'est vrai que je suis pas tout le temps off, ça, je vais mentir, mais au moins, quand on commence à se mettre des standards comme ça, on essaye de suivre et vraiment, il faut s'organiser. C'est le tout, s'organiser et essayer au maximum de respecter en fait son planning. C'est ça. Bon, c'est vrai que je le dis comme ça, mais je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les règles. Mais voilà, là où j'ai triché, j'essaye de colmater les brèches parce qu'à côté de mon activité qui est physique, où on transpire, il faut être sur le champ, il faut être sur le terrain. À côté, j'ai des activités sociales, voilà, où il faut être bien, hein, et où je suis invitée à un plateau comme celui-ci, il faut être présentable et tout. Donc, il faut mallier tout ça. Et la vie de famille, je suis mère de 2 enfants, donc voilà, il y a des week-ends où les enfants veulent manger ce que j'ai préparé, absolument, tout ça là, donc voilà. Il n'y a pas de magie en fait, c'est de faire comme on le sent et comme on peut. Revenons quand même sur votre parcours scolaire. Est-ce que vous êtes un produit à 100% made in Cameroun? Absolument, 100% made in Cameroun. J'ai fait mes études primaires à Petit-Josse, le lycée, je l'ai fait à Bonamoussadi, où mes parents sont délocalisés. Et l'université, j'ai fait à l'université de Boya. J'ai eu un BSc in Business Administration et j'ai commencé tout de suite à travailler après ma sortie. Après ma licence, j'ai tout de suite travaillé, j'ai pas chômé, heureusement pour moi. Et j'ai eu, donc 2 ans après, mon MBA en Marketing Management à l'ESSEC de Douala. Donc, pur produit du Cameroun. À côté de ça, donc j'ai fait des formations complémentaires à l'étranger, aux États-Unis aussi. Oui. Alors, s'il fallait faire une sorte de cumul, ça fait combien d'années dans l'entrepreneuriat? Alors, ça va faire, je vais dire, ça va faire 7 ans. On a quand même envie de vous demander, ça va faire 7 ans dans l'entrepreneuriat, quel a été le moment le plus difficile? Le moment le plus difficile est le moment où je suis partie de mon boulot, effectivement. Parce que, et ça, c'était en 2018, où je suis partie, j'ai écrit ma lettre, voilà, je suis partie, et où je me suis rendu compte que j'ai plus de rentrée le mois, en fait. C'est un véritable choc. On ne se rend pas compte. Parce que quand on a son boulot et on fait des activités parallèles, ça va. Si on ne vend pas, si on ne fait pas d'affaires, c'est pas grave. On a la source de revenus. Mais le déclic, le choc, en fait, c'est de savoir que si tu ne vends pas, tu n'as rien à la fin du mois. Le compte n'est plus crédité. Voilà, donc en fait, c'est ça. C'est ce choc-là. Et c'est ce qui vous pousse tous les jours à vous lever et à utiliser votre matière grise, savoir comment vous allez vendre. Parce qu'à côté de ça, si c'était uniquement vous, il y a les employés qui comptent sur vous. Quand le 5 arrive et qu'ils ne sont pas payés, vous voyez les regards. Oui. Parlons de vos projets. C'est quoi le next step? C'est quoi l'avenir pour vous? Alors, l'avenir pour moi, c'est de multiplier en fait la capacité du complexe. C'est dans un avenir très proche de sortir ma marque de charcuterie, hein, de développer d'autres produits de charcuterie, qui sera une charcuterie que je veux artisanale encore, pas vraiment, ou alors semi-industrielle, parce que nous avons tout ici pour manger correctement. Le next step, en fait, c'est de développer autant de points Rashdorf Food, comme c'est le cas actuellement au Carrefour Yoro-Jos à Bonamoussadi. Nous avons un point de vente là-bas qui est une boucherie, charcuterie, traiteur et vente des produits locaux. Vous y trouvez tout ce que vous connaissez en vivre frais, en produits made in Cameroun, des producteurs locaux, de la viande fraîche, de la viande surgelée également. Donc n'hésitez pas à passer, venez découvrir ce magnifique endroit et on va en multiplier comme ça dans la ville petit à petit. Un message à l'endroit de toutes ces personnes, de toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui.
Mesdames, osez. Osez. On a juste peur, on a juste souvent nos propres angoisses qui nous retiennent. Mais si on enlève tout ça, c'est tellement passionnant de voir ce qu'on fait, de voir les fruits de nos efforts au quotidien, que ça enlève tout le stress, l'angoisse et la peur du début. Donc, osez. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Merci infiniment pour ce que vous faites. Vous êtes un modèle d'entrepreneuriat au féminin en Afrique. Ce que vous faites, vraiment, c'est remarquable. Exercer dans 3 activités au même moment et réussir. Vous êtes d'abord une femme, vous êtes une mère, vous êtes une battante, vous êtes un entrepreneur. C'est simplement magnifique. Ça me motive, ça motive toutes ces personnes qui nous regardent. On vous souhaite bien le meilleur pour la suite. Merci. C'était Believe in Africa. Rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un autre talent d'Afrique. Ciao, ciao.